Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière séance pour la troisième saison du cours de bioéthique en ligne. Nous sommes donc le 6 juin 2024 et je suis très très heureux d'accueillir avec nous ce soir docteur Jean-Vincent Aubineau, qui est anesthésiste pédiatre. Je vais le présenter un petit peu et après je vous laisse la parole sur un sujet très intéressant, des questions voilà, de l'éthique dans la pratique de l'anesthésie pédiatrique. Donc, docteur Aubineau, il est né à La Rochelle en 70, où il a fait sa scolarité jusqu'au bac. Et ses études de médecine, il les a faites à Nantes. Et puis son internat d'anesthésie et réanimation chirurgicale à Paris. Et c'est là où il a découvert en fait l'anesthésie pédiatrique. Après, il a été nommé chef de clinique assistant, puis praticien hospitalier en anesthésie pédiatrique au CHU Armand Trousseau. Donc, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris. En 2012, il est retourné à Nantes en anesthésie pédiatrique et toujours comme praticien hospitalier. Il est chef de service adjoint du service d'anesthésie et réanimation du CHU de Nantes et responsable de l'unité d'anesthésie pédiatrique depuis 2 ans. Alors, ses intérêts, en fait, quelques intérêts parmi d'autres, certainement, c'est la pratique de son métier qu'il aime bien, d'anesthésiste et enseignant d'anesthésie pédiatrique aux internes, aux élèves infirmières anesthésistes. Il a publié un livre d'anesthésie pédiatrique qui s'appelle Le Petit Armand. Donc, ce livre qui est distribué gratuitement à tous les anesthésistes francophones et il a été bien téléchargé donc, du site du docteur. Peut-être vous demandez pourquoi je lui ai invité pour donner une conférence en bioéthique, alors que c'est pas directement sa spécialisation, mais je vais lui laisser tout à l'heure expliquer un petit peu son lien avec ce domaine. Et voilà, comme d'habitude, s'il y a des questions, des commentaires, on attendra à la fin. Et après, on verra, voilà, pour clôturer. Docteur Jean-Vincent Aubineau, la parole est à toi. Je te remercie beaucoup. Alors, excusez-moi, on va commencer par partager l'écran. C'est celui-là. Voilà, on va faire ça. On va se mettre en mode plein écran. Et voilà. Vous voyez tous l'écran? Parfait. Très bien. Mais écoutez, je remercie infiniment le Père Maroun de m'avoir invité. On se connaît depuis maintenant un petit peu, à peu près 2 ans. J'ai nous nous sommes croisés qu'une seule fois. Et je remercie infiniment de m'avoir permis de m'exprimer sur mon métier. Au début, j'étais un petit peu perplexe en disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur bioéthique et anesthésie pédiatrique? Et en fait, c'était très intéressant pour moi parce que ça m'a permis un petit peu de réfléchir à mon métier, de réfléchir au sens de mon métier, de réfléchir aux difficultés que l'on pouvait rencontrer. Excusez-moi, je ferme mes fenêtre. Que l'on pouvait rencontrer. Et voilà. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'éclaircissements sur ma pratique. Et donc, je l'en remercie. Donc, voilà un petit peu le plan. Alors, vous voyez, donc il y a énormément de choses. Donc, on va parler de beaucoup de choses, d'une petite introduction. Évidemment, vous allez voir, à chaque fois que je vais parler d'un problème, il va falloir que j'expose un petit peu les pratiques et certaines données sur l'anesthésie pédiatrique. Alors, et sur l'anesthésie en général, généralement, ça plaît. Si vous avez des questions, nous n'hésiterons pas. Et donc, petite présentation de l'anesthésie. Ensuite, après, on fera quelques petits rappels. Mais alors, visiblement, vous êtes tous étudiants en bioéthique, si j'ai bien compris. Vous avez tous de belles formations. Donc, je pense que je vais passer sur les petits rappels de bioéthique. Mais par contre, je développerai un petit peu plus les applications liées à l'anesthésie. Ensuite, après, on va parler du risque en anesthésie pédiatrique, parce que c'est généralement ce qui est un petit peu ce qui fait un petit peu peur. Ce sont les risques que l'on rencontre quand on réalise une anesthésie chez un enfant. On parlera des informations aux patients et à la famille. Un cas très intéressant qui est le rapport soit sécurité, soit proximité. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Ensuite, après, on parlera des vrais problèmes que sont la neurotoxicité des médicaments d'anesthésie, puisque c'est un vrai débat actuellement au sein de la communauté.
les problèmes de l'autorisation de mise sur le marché, le vécu des enfants au bloc opératoire. On parlera des témoins de Jéhovah parce que évidemment, c'est quand même quelque chose qui nous occupe souvent. Et puis après, on fera une petite conclusion. Alors, l'idée, c'est donc, mais d'où parles-tu, camarade? Vous savez, c'était ce qui était donné en mai 68 pour essayer de discréditer les gens qui se permettaient de parler. Alors, donc, bon, l'anesthésie pédiatrique, ça fait maintenant 25 ans que j'en fais. Donc là, je pense que j'ai peut-être une petite légitimité pour en parler. En revanche, donc pour la bioéthique, en fait, ça fait 2 ans que je m'y intéresse et on m'avait demandé de faire une conférence au lycéen. Donc j'ai découvert la bioéthique à ce moment-là, après quelques mois de travail. Et cet intérêt a perduré. Et ensuite, j'ai été invité pour une modération de congrès de Brûlé à Nantes, qui a été fait l'année dernière. Et j'ai modéré une session d'éthique. Donc je trouvais ça très intéressant. Et puis, depuis, grâce à Maroun, eh bien, je participe à ce qu'on appelle la consultation d'éthique clinique au CHU de Nantes. C'est-à-dire, ce sont quand des services ont des problèmes éthiques avec des problèmes liés aux soins, liés à l'entourage, etc. À ce moment-là, des personnes viennent nous parler du problème et on essaye, alors généralement des fois on est 30 hein, autour de la table. Alors il y a de tout, il y a des soignants, il y a des juristes, il y a aussi des psychologues, il y a vraiment de tout, il y a même des retraités des postes, c'est très intéressant. Et donc on essaie de décortiquer tout ça. Et alors pour moi c'est très agréable parce que c'est toujours une discussion qui est apaisée. Il n'y a pas d'invective, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien du tout. C'est plutôt tranquille et moi personnellement ça me fait du bien. Donc voilà un petit peu mon intérêt pour l'éthique. Et donc je remercie vraiment infiniment Maroun de m'avoir invité. On va donc présenter un petit peu l'anesthésie en France et l'anesthésie pédiatrique. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en France, par an, actuellement, il y a 12 millions d'interventions par an et 12 millions d'anesthésies. Pour la moitié, c'est de la chirurgie et pour l'autre moitié, c'est de l'interventionnel et des examens de type endoscopie, coloscopie. Sur ces 12 millions, il y a 1 million d'anesthésies qui sont réalisées chez les enfants par an. Voilà, 1 million, ça commence à faire beaucoup. Ça représente donc à peu près 15%, on va dire non, 10% de l'activité anesthésique globale. C'est fait dans des structures privées, dans des structures publiques et dans des structures non lucratives, privées mais à but non lucratif. En gros, il y a 12 000 anesthésistes en France actuellement. L'âge moyen est à peu près de 49 ans et ils se répartissent. Il y a à peu près la moitié d'hospitaliers et l'autre moitié, il y a 31% dans les libéraux et il y a à peu près 15% qui sont et à l'hôpital et aussi dans les cliniques. On observe actuellement sur l'anesthésie une augmentation considérable de la demande en soins, d'abord, en général, et donc une demande de l'anesthésie. Il y a un vieillissement de la population, il y a les techniques se progressent et on endort des patients de plus en plus fragiles, de plus en plus vieux, voire éventuellement même de plus en plus jeunes, quand on pense par exemple à la prématurité. Donc, il y a une énorme pression sur la demande en soins. Et 2020 a été le creux de la vague de la démographie anesthésique, puisque jusqu'en 2020, il y avait plus de départs en retraite que de nouveaux anesthésistes formés. Donc, moi, ça fait maintenant, j'ai un petit peu plus de 50 ans, donc on peut dire que l'immense majorité de ma carrière, j'ai connu un petit peu le déficit en anesthésiste. Et on a quand même réussi à faire en sorte à répondre un petit peu à cette demande de soins en créant et comment dirais-je, en développant le métier d'infirmière anesthésiste qui nous aide de façon considérable dans tout notre métier. Donc, un infirmier anesthésiste, c'est d'abord un infirmier ou une infirmière, donc 3 ans d'études, qui a travaillé 2 ans généralement aux urgences ou en réanimation et qui ensuite après fait 2 ans supplémentaires d'études pour nous aider à pratiquer l'anesthésie et ce sont généralement elles et eux qui surveillent les patients pendant toutes les opérations. Et le métier d'anesthésiste avant était assez varié puisqu'on allait dans les réanimations, dans les SMUR,
dans la douleur chronique, dans les soins palliatifs, etc. Et globalement, on a été, depuis les années 2000, les anesthésistes se sont regroupés vraiment au sein des blocs opératoires et des réanimations chirurgicales. On s'occupe des patients pendant l'opération, bien évidemment, mais surtout on s'en occupe avant, de façon à bien pouvoir préparer les patients pour que l'intervention se passe le mieux possible. Et on s'occupe évidemment des patients après la chirurgie pour traiter les douleurs et les différents problèmes qui ont pu survenir en conséquence de la chirurgie et éventuellement de l'anesthésie. Voilà. En gros, il y a en France 7500 salles d'opération. Il y a un petit peu moins d'un millier d'établissements de santé qui réalisent des anesthésies. On essaie de faire de plus en plus d'ambulatoires bon voilà, l'État aimerait arriver à 65% d'ambulatoires. On n'y est pas encore tout à fait, ce d'autant que on aimerait bien avoir le niveau des États-Unis, mais ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, quand vous êtes à l'hôpital et que vous ressortez le soir, vous ne rentrez pas chez vous nécessairement, vous allez dans un hôtel qui est juste à côté. Et donc, s'il y a un souci, vous revenez à l'hôpital, tandis qu'en France, ça n'a pas été compris, ce système-là. Donc, on essaie de nous pousser à l'ambulatoire, mais bon, on a des petits écueils, mais on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. La sécurité, on va en reparler, est un élément vraiment fondamental de notre métier. Et depuis la fin des années 90, il y a énormément de décrets qui ont été publiés pour améliorer la sécurité. Ça a été la consultation d'anesthésie quelques jours avant une opération, la visite pré-anesthésique juste avant l'opération, l'arrivée d'une salle de réveil, parce qu'avant, moi, je me souviens quand je faisais des remplaçants d'aide-soignants dans les cliniques, les patients se réveillait directement dans le couloir, un peu tout seul, sans surveillance, sans monitorage, sans rien. Et là, maintenant, c'est vrai que, on a fait beaucoup de progrès. En 2010, il y a eu la checklist qui nous a permis un petit peu de diminuer de moitié les incidents liés à l'acte opératoire. Et on fait un peu des checklists comme dans un avion, mais ça aussi, on pourra en reparler. Pour ce qui est de l'anesthésie pédiatrique, en fait, l'anesthésie pédiatrique n'est pas une spécialité officielle, une surspécialité officielle. Globalement, donc, comme je vous disais, c'est pratiqué dans beaucoup de structures. Voilà. On va dire que dans les structures privées ou semi-privées, l'anesthésie pédiatrique représente 15% de toute l'activité globale. Voilà. Donc, ce sont des anesthésistes qui sont entraînés beaucoup ou un peu moins à l'anesthésie pédiatrique. En revanche, pour tout ce qui est des patients très graves, des patients compliqués, des patients avec des pathologies préexistantes, globalement, l'anesthésie pédiatrique la plus lourde est réalisée en CHU, ce d'autant qu'il n'y a pas que le bloc opératoire, comme je le disais, c'est aussi tout un environnement qui compte, et donc notamment l'environnement de la réanimation dont on a très souvent besoin. Et donc voilà. Donc ça n'est pas donc une vraie spécialité. Il n'y a pas un diplôme supplémentaire pour faire de l'anesthésie pédiatrique. On va dire que ce sont plutôt les bonnes volontés. Et quand on découvre, enfin moi j'ai découvert l'anesthésie pédiatrique quand j'étais interne, et puis globalement le virus ne m'a pas quitté. Euh, En termes d'organisation, il y a aussi des organisations régionales avec un État qui essaie de structurer le maillage de l'anesthésie et de l'anesthésie pédiatrique. Il y a donc ce qu'on appelle un SROS, c'est-à-dire un schéma régional d'organisation sanitaire, où il y a des structures qui peuvent faire des interventions simples chez des enfants qui vont bien, des petites structures de recours et éventuellement les grands centres ultra spécialisés, comme notamment à Nantes, et puis dans tous les CHU, il y a des services d'anesthésie pédiatrique dignes de ce nom. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que alors c'est un grand adage qu'on donne à nos internes et que tout le monde dit, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est-à-dire que pour des raisons physiologiques, pharmacologiques, d'évolution du médicament dans l'organisme, etc., et la psychologie notamment, on dit donc que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et nous, on rajoute généralement, ce seront les adultes qui seraient plutôt à considérer comme des grands enfants. Parce qu'en effet, quand on s'occupe de temps en temps d'adultes et qui viennent, enfin, on va dire des jeunes adultes et qui viennent, eh ben, dans notre bloc de pédiatrie, parce que ça arrive
de temps en temps, eh bien, on les prend comme des enfants. Et puis malgré tout, tout le monde aime bien. C'est parce que voilà, la pratique adulte est peut-être un petit peu plus distante. Nous, en pédiatrie, on est très très attachés au bien-être de l'enfant, et c'est ce que nous allons revoir tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que au sein de nos structures, il y a un vrai environnement pédiatrique. C'est-à-dire que quand vous allez dans les couloirs, il y a des dessins partout sur les couloirs, voire éventuellement sur le sol. Il y a des salles de jeu partout. Et on essaie vraiment de faire en sorte que le séjour à l'hôpital se passe le mieux possible, parce que ben voilà, c'est quand même, c'est pas terrible d'avoir quand le séjour ne se passe pas bien, quand les enfants s'ennuient, quand les enfants sont tout seuls, c'est quand même pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une structure euh, dans laquelle on peut réaliser de l'anesthésie pédiatrique. Donc, après avoir présenté un petit peu l'anesthésie et un tout petit peu l'anesthésie pédiatrique, je m'étais dit que j'allais peut-être faire quelques rappels de bioéthique, mais si vous en faites tous et si vous suivez tous les cours, vous en savez probablement plus que moi, et donc je vais faire ça relativement brièvement, pardon. Et donc, pour ce qui est pour ce qui est de la bioéthique, vous savez, donc il y avait il y a trois manières d'envisager la philosophie morale. Il y a, enfin, trois grandes. Il y a surtout la déontologique, où globalement, le jugement de la moralité d'une action se fait en fonction de devoirs, d'obligations, d'interdits moraux. Il y a le conséquentialisme, où le jugement de la moralité d'une action se fait en fonction des conséquences de cette action. Et puis après, il y a d'autres concepts, comme le concept des vertus, le concept communautaire, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails, puisque vous connaissez ça bien. Alors, après, il y a les différents modèles. Les différents modèles. Alors, pour ça, je me permets de vous référer au cours du père Maroun Badre, ce que j'ai révisé un petit peu quand même avant de venir, les tout premiers cours, où il développe très bien les différents modèles, que sont le modèle pragmatico-utilitariste, par exemple, le modèle subjectiviste. Dans tous ces modèles-là, il n'y a pas de vérité. Dans le pragmatico-utilitariste, tout est jugé sur les conséquences. Dans le modèle subjectiviste, ce qui compte, c'est le choix autonome des sujets. Et globalement, il y a deux autres grands modèles qui sont utilisés. Le modèle principaliste de Beauchamp et Childress, que vous connaissez bien, avec les quatre grands sujets et thèmes qui généralement sont abordés, que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Ce modèle de Beauchamp et Childress, c'est celui qui est le plus souvent utilisé comme référence à l'hôpital. C'est celui qui est le plus souvent enseigné. J'en ai pour preuve que quand on fait les consultations d'éthique clinique, par exemple, une fois que on a fait un petit peu le tour de la question, on a un petit peu tout dégrossi, quand on essaie de conclure, quand chacun conclut, eh bien, c'est la base. C'est-à-dire que les gens disent, bon ben voilà, je me réfère à Beauchamp et Childress et je dis que en termes d'autonomie, en termes de bienfaisance, en termes de non-malfaisance ou en termes de justice, tac, 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 tout le monde donne un petit peu, donne un petit peu son avis. Alors, vous connaissez tous les limites un petit peu de ce modèle qui est plutôt utilitariste et individualiste et qui ne répond pas à toutes les questions. Et après, il y a le modèle personnaliste, dont vous avez bien évidemment entendu parler si vous avez suivi les cours de Maroun, et auquel il tient, et auquel je tiens aussi, et qui permet de rajouter une petite dimension métaphysique en disant que ben, la personne humaine a une existence propre, reçue de la conception, et qui lui permet de se développer de façon autonome. Ça, j'ai pompé vraiment exactement ce qu'avait dit Maroun, parce que tout est dedans. Et donc, dans le modèle personnaliste, il en avait déjà reparlé il n'y a pas très longtemps. Il y a quatre principes. Le principe de la sauvegarde de la vie physique, principe de liberté de responsabilité, principe de totalité ou principe thérapeutique, et principe de sociabilité ou subsidiarité. Et je dois avouer que quand on creuse un petit peu les conclusions de la consultation d'éthique clinique, eh bien, on se rend compte que malgré tout,
les personnes qui font des conclusions à propos de Beauchamp et Childress, globalement, vont généralement un petit peu plus loin. Voilà. Donc, en fait, ça fera plaisir probablement à Maroun, mais ils s'en contentent. C'est une base, mais à chaque fois, ils rajoutent des petites choses et qui tendent un petit peu vers le personnalisme. Et je pense que ça, c'est probablement inconscient. Ils le font de façon inconsciente, mais ça, c'est plutôt bien. Alors, globalement, aujourd'hui, ce qui est enseigné, ce qui est pratiqué, ce qui fait office un petit peu de, de, de point cardinal dans la bioéthique, ça reste quand même Beauchamp et Childress. Actuellement, vous le savez bien, la société, elle est plutôt tournée vers le libéralisme, vers l'individualisme, vers l'autodétermination qui prend le dessus sur tout, que globalement, le paternalisme médical est exclu, la loi naturelle est exclue aussi, et on y a beaucoup de contraintes, tout ce qui est facteur social, c'est une contrainte, et on en arrive maintenant en termes de relations patient-soignant à un contrat. Voilà, maintenant, on en est à un contrat où il faut obéir à tout ce qui est autodétermination, autonomie. Voilà. Alors, quand on regarde un petit peu quand on regarde un petit peu les livres, les livres, on se rend compte que sur les livres plutôt anglo-saxons et dans la méthode anglo-saxonne de mode de pensée, c'est surtout l'autonomie qui compte. Chez les anglo-saxons, c'est comme ça. Et quand on regarde quand même plutôt en France, on est plutôt quand même du côté de la bienfaisance. Donc, bon, ce sont toujours ces deux valeurs, mais quand on regarde un petit peu soit les conclusions, soit les articles, etc., qu'on peut trouver sur l'anesthésie pédiatrique notamment, et même s'il n'y a pas grand-chose, hein, on trouve qu'en France, on est quand même assez bienfaisant, alors que chez les anglo-saxons, c'est vraiment l'autodétermination qui compte. Voilà. Ça, c'est vu. Ben, excusez-moi, en fait, j'avais des diapos, mais j'ai parlé un petit peu vite. Donc maintenant, on va vraiment attaquer la bioéthique pure, j'allais dire, et la pédiatrie. Il faut considérer que les jeunes enfants, en fait, sont particulièrement vulnérables. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Plus ils sont petits, plus ils sont vulnérables. Et globalement, les souhaits ne sont jamais exprimés et les opinions, ne sont pas très souvent entendues ou obtenues. Voilà. Donc, l'enfant est vulnérable, il est soumis aux valeurs des autres, et soumis aux valeurs surtout des adultes. Et voilà. Et donc, ils peuvent subir les conséquences à long terme de décisions auxquelles ils n'ont pas participé. Ça, c'est vrai. Et donc, alors l'éthique en pédiatrie, parce que là on n'est pas vraiment dans l'anesthésie pédiatrique, on est vraiment dans la pédiatrie, se pose toujours la question de comment faire les meilleurs choix pour les enfants. Et donc, nous avons des obligations de soignants, et il y a des obligations de parents, et tout est fait quand même pour le bien-être de l'enfant, et surtout pour protéger les intérêts de l'enfant. Donc, en bioéthique et pédiatrie, quand on regarde l'autonomie, on va voir que le respect de l'autonomie en tant que principe a une applicabilité limitée en éthique pédiatrique. Parce qu'un enfant de 2 ans n'est pas capable de penser éventuellement son bien-être par rapport aux soins qu'on va lui prodiguer. En revanche, au fur et à mesure où il grandit, eh ben, on va se rendre compte que ben, les enfants peuvent avoir des opinions, peuvent avoir des idées et peuvent participer à la démarche de soins et peuvent participer à ce qu'on va lui proposer et à ce qu'on va lui faire. Néanmoins, l'autonomie des petits, elle est vraiment limitée. Et donc, ce sont les parents, en fait, qui vont décider de la bonne marche à suivre en considérant que peut-être il y aura des conséquences pour l'enfant pour lesquelles il va falloir que les parents en aient la responsabilité pendant longtemps. Alors, de temps en temps, l'autonomie, elle peut être un petit peu limitée parce que des parents peuvent refuser un traitement alors que c'est proposé par le soignant. De temps en temps, des parents souhaitent un traitement alors que le soignant dit que ce n'est pas la peine. Et donc, il y a une espèce de conflit qui peut se créer. Et donc, il y a toujours généralement discussion. Et de temps en temps, on se retrouve quand même dans des impasses.
Après, il y a aussi la pression qu'il peut y avoir de lobbies, par exemple. Là, actuellement, vous avez eu des conférences sur le genre. Et il existe des pathologies en pédiatrie qu'on appelle le désordre du développement sexuel. Et notamment, il y a une pathologie, alors je dis des gros mots, je suis vraiment désolé, qui s'appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales. Et en fait, ce sont des déficits hormonaux qui font que certaines hormones, enfin des déficits enzymatiques, et pour lesquels certaines hormones vont être produites en quantité exagérée, et notamment les hormones mâles. Et ce qui fait qu'il y a de temps en temps des enfants qui se retrouvent avec, quand ils naissent, eh bien, quand on regarde les organes génitaux externes, eh bien, on a un petit peu de mal à savoir si on a affaire à une fille ou un garçon. À ce moment-là, ça peut être compliqué, ça peut être des urgences médicales. Je ne rentre pas dans les détails. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est que globalement, ces enfants, alors, en fait, ce sont des excès de testostérone. Et donc, les garçons, bah, ils ont des organes génitaux externes, mâles, un peu surdéveloppés à la naissance. Et par contre, les filles ont comment dirais-je, des organes génitaux externes qui pourraient faire ressembler un petit peu à des garçons, à des garçons. Et des fois, ça n'est pas si simple que ça. Et donc, il a été décidé initialement d'opérer ces enfants-là, notamment d'opérer les filles, pas nécessairement les garçons, mais d'opérer les filles pour faire des génitoplasties féminisantes. Et il y a eu des lobbies, notamment concernant l'autonomie des patients, ou qui consistent à dire, vous n'avez pas le droit d'opérer des enfants, vous n'avez pas le droit, si ça se trouve, ils sont très bien comme ils sont à l'âge de 15 ans, laissez-les comme ça, comme elles sont ou comme ils sont jusqu'à 15 ans, et après on verra s'il y a besoin de les opérer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a énormément d'interventions sur les désordres du développement sexuel qui se faisaient autrefois et qui maintenant ne se font plus par la pression des lobbies en disant, mais vous vous rendez compte, vous privez les patients d'autonomie et si ça se trouve, elle aurait regretté d'avoir été opérée. Le seul problème, c'est que opérer un enfant de 1 an ou opérer un patient de 18 ans, ce n'est absolument pas la même chirurgie, c'est absolument pas les mêmes complications, c'est absolument pas le même vécu. Et donc, c'est vrai que bah, il y a un petit peu des problèmes sur l'autonomie où, dans ces cas-là, le soignant dit, c'est quand même très important d'opérer votre enfant pour son bien-être plus tard. Et puis, certaines personnes disent, ah ben non, de toute façon, l'autonomie du patient fait que on ne peut pas décider pour lui et donc il va falloir attendre qu'il soit en âge de comprendre et en âge d'assumer pour pouvoir l'opérer. Voilà. Et ça pose vraiment ça pose vraiment des problèmes actuellement. Alors, c'est peu de patients, bien évidemment, mais on sait que après ces opérations-là seront quand même très mal vécues, avec beaucoup plus de complications. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, concernant la bienfaisance, et bien donc la bienfaisance, par contre, c'est un principe extrêmement important en anesthésie pédiatrique, parce que ce qui va compter, c'est quand même l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est un concept, hein, de concept d'intérêt supérieur de l'enfant. Mais bon, cela dit, c'est très subjectif. C'est toujours de nouveau une interaction entre les parents qui décident et les enfants. Et à ce moment-là, il faut que les praticiens, que les médecins donnent suffisamment d'arguments pour dire, voilà, ce que je propose est bienfaisant pour l'enfant, et il faut essayer de convaincre les parents d'opérer les enfants quand il y a besoin, en sachant que ce sera toujours bien de le faire pour eux. Voilà. Et donc, mais pour nous, alors pour nous, anesthésistes, en fait, c'est un petit peu plus compliqué puisque la décision d'opérer a déjà été posée. On arrive dans un deuxième temps. Mais cela dit, très souvent, les parents nous reposent des questions sur l'intérêt d'une telle intervention. Donc à ce moment-là, on est toujours un petit peu en porte-à-faux parce que, évidemment, on fait confiance à nos collègues chirurgiens. Mais de temps en temps, on a de nouveau la pression en disant, mais qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors nous, évidemment, on dit que c'est pas notre métier, que notre métier, c'est déjà d'endormir et que c'est déjà pas mal. Et donc,
L'idée, c'est que il va falloir on élabore tous, autant que nous sommes praticiens de pédiatrie, faut qu'on élabore une relation de confiance avec les parents, avec l'enfant, et ça, on verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'on le fait, de façon à obtenir quand même, malgré tout, le consentement, parce que ça reste, même si le contrat, ce qu'on appelle un contrat, est un peu déshumanisant, malgré tout, malheureusement, on en est là et on dit toujours aux parents, bah, écoutez, signez en bas, parce que on vous a expliqué les tenants et les aboutissants de l'acte que vous prenez pour votre enfant et pour lequel vous en prenez la responsabilité. Et à ce moment-là, il signe un contrat. Bon, cela dit, ce contrat, en termes judiciaires, pour l'instant, n'a pas de valeur en France. Il en a une dans les pays anglo-saxons, mais actuellement, pour l'instant, on n'est pas encore ça n'est pas, comment dirais-je, la judiciarisation est pour l'instant encore peu développée en France et j'allais dire, ça permet de- d'avoir la confiance des parents et de travailler quand même dans de bonnes conditions et avec et avec plutôt une bonne ambiance, j'allais dire, voilà. Alors, quand on regarde les livres de bioéthique en pédiatrie, voilà un petit peu tous les sujets qui sont traités. Donc, c'est la bioéthique du début de la vie, les fécondations in vitro, la PMA, le diagnostic anténatal, tous les tests génétiques, l'éthique en néonatologie, la fin de vie en pédiatrie, les sévices faits aux enfants, le refus de traitement, la vaccination, les problèmes de l'adolescence, les problèmes de genre, toutes les malformations diverses et la recherche. Ça, c'est vrai que quand on regarde, donc il existe vraiment des livres spécifiques de bioéthique en pédiatrie, et donc c'est très intéressant. Nous, évidemment, on n'est pas tout à fait dans ce cadre-là, puisque nous, on réalise une anesthésie chez les enfants. Et donc, quand on regarde globalement dans les grands ouvrages qui font référence en pédiatrie, globalement, il y a un petit chapitre, c'est-à-dire sur des livres qui font 2000 pages. En gros, il y a 5 pages sur la bioéthique et qui traitent tous des mêmes sujets, c'est-à-dire le consentement, l'information, la négligence qui peut être faite par refus de soins. On parle toujours des témoins de Jéhovah, ça c'est vrai. Et puis voilà. En gros, c'est à peu près les seuls sujets qui sont traités. Et donc, ben voilà. Donc, à partir de, j'ai un peu lu tout ce qui était traité en termes de bioéthique dans ces livres-là, et j'avoue que on a vite fait le tour. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir un petit peu en disant qu'est-ce que j'allais dire de plus, et c'est là où j'ai commencé à trouver des choses très intéressantes sur notre métier, et vous allez voir que ça n'est pas de tout repos. Et donc pour ça, on est obligé de parler du risque en anesthésie pédiatrique. Et on pourrait même parler du risque en anesthésie tout court. Parce que quand va se faire opérer, soit on n'a jamais été opéré, on arrive la fleur au fusil en disant de toute façon je fais confiance, et c'est très gentil de la part du patient, soyons honnêtes. Et sinon eh ben, on est un petit peu apeuré et on se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, il faut comprendre que en anesthésie, tout est fait depuis des années et des années pour améliorer la sécurité en anesthésie. Et on a une culture de la gestion du risque qui est de plus en plus importante. Elle existe dans certains domaines comme l'aéronautique, par exemple, ou la sécurité nucléaire. En fait, quand on regarde un petit peu, en termes de sécurité, ce qui est le plus sûr en France, c'est la sécurité nucléaire. Après vient l'aviation. Et ensuite, après, vient l'anesthésie. Donc, on a quand même une vraie culture. On essaie vraiment de travailler de façon à ce que les risques soient diminués au maximum. Parce qu'il faut considérer que l'anesthésie est un acte qui n'a pas d'objectif thérapeutique en lui-même. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué pour nous, c'est-à-dire qu'on n'endort pas un patient pour le plaisir de l'endormir. Voilà. Et si on le faisait, ben, ce serait simple en fait, quelque part. On endort un patient pour nous faire plaisir, et il ne se passe rien, et ensuite on le réveille. Et à ce moment-là, globalement, il ne se passerait pas grand-chose. Voilà. Et entre-temps, bien évidemment, si on endort, c'est parce qu'il y a une chirurgie. Et donc, le fait que l'anesthésie n'ait pas d'objectif thérapeutique en lui-même, eh bien, ça peut être de temps en temps
enfin, c'est très mal vécu quand il se passe quelque chose et qui n'était pas de l'ordre du prévisible. Quand vous vous faites opérer, vous savez qu'il peut y avoir des saignements, c'est compréhensible. Vous pouvez vous dire qu'il peut y avoir une infection, c'est compréhensible. Après, pour l'anesthésie, comme on ne sait pas trop comment, enfin, comme les patients ne savent pas trop comment ça fonctionne, quand il y a des problèmes, eh ben, à ce moment-là, c'est généralement très mal vécu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, après, le risque a été vraiment a été vraiment bien pris en compte parce que les blocs opératoires, c'est une organisation qui est vraiment très complexe. Il y a énormément d'intervenants, que ce soit du personnel infirmier, du personnel soignant, enfin du personnel médical, jusqu'aux personnes qui s'occupent des boîtes, de la stérilisation, etc. Il y a énormément de monde. On est très dépendant du matériel, bien évidemment, donc il faut s'occuper aussi de la gestion du matériel, il faut s'occuper de la gestion de tout ce qui est consommable, etc. Et donc, il peut y avoir des événements graves sur un petit peu à chaque petite étape de l'intervention, ou éventuellement dès la moindre petite utilisation d'un dispositif médical, à ce moment-là, il peut y avoir des soucis. Et donc, c'est pour ça que on est, comme je vous disais, c'est un petit peu comme en aviation, eh bien, on se retrouve à faire des checklists en permanence, et dès qu'il y a un événement grave, on l'analyse, et on essaie à chaque fois d'en tirer des conclusions. On a la culture de l'erreur qui consiste à dire à ne pas accabler celui qui a fait une erreur. On dit ça peut arriver à tout le monde. Généralement, on est très soudé quand il y a un événement indésirable grave qui arrive. Et on essaie vraiment chacun de rester humble en se disant tout peut arriver à tout le monde et on va faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas. Voilà. Après, on a des grosses contraintes budgétaires aussi, on a des pressions économiques, et donc on est un peu poussé à faire de l'acte qui va de temps en temps un petit peu au détriment du caractère paisible de l'exercice de notre métier. Les personnes qui nous regardent faire nous disent, mais en fait, endormir un patient, ça vous prend combien de temps dans votre journée? Globalement, ça nous prend 10% de notre temps. Le reste, c'est gérer des problèmes administratifs, alors que les patients dorment, hein. Ils sont surveillés par nos infirmières anesthésistes, c'est pour ça que c'est bien. Mais on fait de l'administratif, on fait de la gestion des urgences, on fait de la gestion il y a du personnel qui est en arrêt maladie, inopiné, comment est-ce qu'on fait, etc., etc., en essayant de ne pas diminuer la sécurité, qui est une sécurité qui est quand même assez maximale. On peut toujours faire mieux, mais j'avoue qu'on a quand même énormément nous sommes donnés nous-mêmes nos propres contraintes pour que les interventions se passent le mieux possible. Et ma foi, j'avoue que on y arrive, j'allais dire. Voilà. Et donc, maintenant, on va parler un peu de l'épidémiologie des risques, parce que c'est, comme on dit, c'est ça c'est ça qui inquiète beaucoup les parents. Et en gros, combien y a-t-il d'événements graves en anesthésie pédiatrique? Et donc pour ça, on avait une petite idée de combien il y avait d'événements graves en anesthésie pédiatrique. Et on a eu en 2017 une étude. Alors toutes nos études, en fait, elles ont toutes des noms un peu rigolotes. Et donc là, ce sont que des acronymes, hein. Et donc là, c'était une étude qui s'appelait l'étude Apricot, qui a été une étude européenne qui a été faite par plusieurs anesthésistes, notamment de Suisse, de Belgique, et qui a été instauré par des personnes comme ça. On a pendant un mois, il y a eu plus de 250 centres d'anesthésie pédiatrique qui ont été participants à cette étude-là. Chaque patient a été colligé. Alors, ça a duré 15 jours ou un mois, je ne sais plus, je m'en souviens plus, c'était il y a 7 ans maintenant. Et donc, on avait des gros classeurs par patient, il fallait qu'on remplisse absolument tout. Et ensuite, tout ça, c'est parti à l'analyse. Et sur donc, les 240 centres, à la fin, on s'est retrouvé avec plus de 31 000 anesthésies d'enfants qui ont été étudiées. Et ça nous a permis vraiment de nous donner un aperçu européen de l'anesthésie pédiatrique. Alors évidemment, il y avait des très très grands centres de pointe, et il y avait aussi des centres
un petit peu en Europe de l'Est, où c'était un petit peu plus compliqué, qui avait un petit peu moins de moyens que nous. Et donc, ça a permis de, après, une fois que toutes les données ont été livrées quelque part, on a fait un petit peu juste un reflet de ce qui se passait, de ce qui se passait en France. Et donc, on sait que, en gros, au cours des anesthésies, sur 100 anesthésies, il y en a 5 pour lesquelles il va y avoir ce qu'on appelle un événement indésirable grave. Voilà. Donc 5%, c'est pas négligeable quand même en pédiatrie, d'accord? Et donc, alors, je les ai devant moi à peu près. Donc, 5% d'événements graves et la moitié était respiratoire, d'ordre respiratoire, des spasmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils n'étaient pas mortels. Voilà. Pour ce qui est des arrêts cardiaques, on arrive à peu près un arrêt cardiaque sur 10 000 anesthésies. Et ça arrive surtout chez les patients très graves et les patients atteints de malformations cardiaques. Et la mortalité en anesthésie pédiatrique est entre 0 et 0,5 pour 10 000 anesthésies, c'est-à-dire quasi rien, avec un petit peu plus. Et globalement, on en a établi les facteurs de risque. L'idée, c'est, vous voyez, au CHU de Nantes, par exemple, on fait 6 500 interventions par an. Et donc, globalement, sur 2 ans ou 3 ans d'anesthésie, il y aurait un décès lié à l'anesthésie pure. Voilà. C'est pas beaucoup, c'est déjà trop, mais comme je vous dis, ce sont très souvent des patients qui sont très, 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 très malades avant même de les opérer. Et donc, on a établi des facteurs de risque d'anesthésie. Et dans les facteurs de risque, l'étude Nectarine, elle, par contre, s'est occupée du nouveau-né. Et on s'est rendu compte que l'âge de l'enfant est un facteur de risque considérable en anesthésie pédiatrique. Et donc, plus les enfants sont petits, plus il y a des risques. Et donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on va dire aux parents. Dès qu'on endort un nouveau-né, on va dire attention, on est dans une période, on est dans une période à risque. Parce que autant dans l'anesthésie pédiatrique tout venant, c'est 5% d'événements indésirables graves, chez les nouveau-nés, c'est 35%. Donc c'est beaucoup plus important. Et donc c'est pour ça que, par exemple, on en reparlera, on ne peut pas faire l'anesthésie du tout petit n'importe où avec des personnes qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Donc l'âge est un facteur de risque, les pathologies préexistantes sont des facteurs de risque. Quand c'est une urgence, eh bien le risque augmente, et quand c'est quand c'est de la chirurgie cardiaque, eh bien à ce moment-là, ou de la chirurgie du thorax, à ce moment-là, on sait que les risques sont augmentés. Et il y a aussi une autre chose, alors qui fait pas c'est pas que ça fait pas plaisir aux jeunes, c'est un peu compréhensible, c'est que c'est de façon tout à fait statistique, hein, on est d'accord? Il faut avoir 15 ans d'expérience pour que les risques de l'anesthésie pédiatrique, 15 ans d'expérience d'anesthésie bien évidemment, pour que les risques diminuent de façon significative. Voilà. Donc on commence, on va dire, c'est ce que je dis aux jeunes, j'ai dit avant 15 ans d'anesthésie, on est une quiche, mais après 15 ans, on est une demi-quiche. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, il nous arrive aussi des soucis, et on les voit venir plus vite, donc on est capable de les traiter plus vite. Néanmoins, les problèmes nous arrivent aussi comme à tout le monde. Mais on va dire qu'à partir de 15 ans d'expérience, on commence à être on commence à peu près à avoir fait le tout. Et donc, de temps en temps, alors, on a, en fait, ça, ce sont les événements graves. Ça, généralement, on en parle aux parents en consultation d'anesthésie en disant, ben voilà, voilà les risques graves qui existent. En revanche, il y a plein de petits événements indésirables dont on ne parle pas et qui ne sont même pas colligés, en fait, dans notre pratique. On essaie au sein de notre logiciel d'anesthésie de dire, attention, là j'ai eu ça, là j'ai eu ça, là j'ai eu ça, pour essayer de faire un petit état des lieux à la fin de l'année. Mais il y a tellement de petits événements indésirables qu'on note même plus que on ne peut pas être exhaustif et dire vraiment, voilà, l'intégralité des événements indésirables qu'on a chez nous. Donc, en gros, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une anesthésie réussie? Et quand on regarde pour un anesthésiste, qu'est-ce qu'une anesthésie réussie? Eh ben, c'est pas d'arrêt cardiaque, pas de choses graves, pas de décès. Voilà. En revanche, pour les parents, et pour les patients, c'est complètement différent. C'est quoi une anesthésie réussie? C'est une anesthésie où on passe à l'heure. C'est une anesthésie où on peut remanger rapidement.
c'est une anesthésie où il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de douleur et où on ressort le plus vite possible de l'hôpital. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que de temps en temps, il faut pour nous savoir se remettre au niveau du patient et au niveau des souhaits des patients, parce que pour nous, on va se dire, il ne s'est rien passé, donc on est content, tout se passe bien, alors qu'il y a plein de petits détails sur lesquels on peut faire des efforts. Voilà. Et donc en gros, tout ça, parler du risque, eh bien, c'est quelque chose de très important et on va faire ça, on va faire donc une information correcte aux patients et à la famille. Et là, on rentre vraiment dans un petit peu dans les questionnements qu'on peut se poser, un petit peu de l'ordre de l'ordre de l'éthique, en disant, ben voilà, il va falloir bien dire aux patients quand même comment ça va se passer. Et donc, quand est-ce que ça se passe? Alors, si vous avez déjà été opéré, vous le savez, vous êtes allé à la consultation d'anesthésie quelques jours avant l'opération. Vous avez rencontré un anesthésiste, pas nécessairement celui que vous avez vu. Et et donc, qui prescrit éventuellement des examens, qui vous dit non, on ne peut pas vous opérer dans 3 jours parce que vous devez voir le cardiologue, etc., etc. Voilà. C'est l'anesthésiste qui décide, comme c'est l'équipe d'anesthésie qui va réaliser l'anesthésie. On est responsable de ce qu'on fait et on considère que donc on fait au mieux. Et si on a besoin d'avoir des examens complémentaires ou alors d'avoir même une visite chez le cardiologue, voire éventuellement une coronarographie, etc., et bien à ce moment-là, on dit que c'est pour le bien, c'est pas vraiment pour nous faire plaisir de décaler les interventions. En consultation d'anesthésie, il faut que l'enfant soit présent, il faut que les parents soient présents. Ça peut vous paraître un petit peu étonnant que je dise ça, mais le nombre de fois où on appelle un enfant dans la salle d'attente et puis il y a un parent se lève et on dit où est l'enfant? Il me dit, ah bah, il n'est pas venu parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait besoin. Et bien à ce moment-là, on est un petit peu dépité parce qu'on se dit, mais en fait, votre enfant, il faut que je le voie d'abord, ça c'est la moindre des choses. Et puis j'ai énormément de choses à lui dire. Voilà. Et donc en fait, la consultation anesthésie, eh bien, permet donc d'évaluer l'enfant, permet de reparler un petit peu de l'acte opératoire, mais ça permet surtout de discuter. On va dire sur 20 minutes, nous, nos consultations d'anesthésie durent 20 minutes. Et sur les 20 minutes, il y a 15 minutes qui sont exclusivement réservées à l'information, aux parents et à l'enfant. Et donc ça, c'est très important. Si on néglige cette partie-là, eh ben, on néglige beaucoup de choses dans notre métier parce que on va considérer que à partir du moment où les parents ont accepté, il y a le contrat, j'aime vraiment pas ce terme de contrat, et de relation avec quelqu'un de l'équipe d'anesthésie et accepte ce qui est proposé, à ce moment-là, l'enfant, lui, de toute façon, va l'accepter, parce que quand les parents disent oui, globalement, les enfants disent oui quand même, parce que les enfants font confiance aux parents. Voilà. Et donc, on adapte le discours aux parents, parce il y a des parents qui comprennent un petit peu moins. C'est pour ça que, par exemple, il ne faut jamais dire de gros mots. Il faut jamais dire de mots médicaux. Ça ne sert à rien. Cholécystectomie, ça ne sert à rien. Les patients ne savent absolument pas ce que c'est. Et donc, il faut à chaque fois, en fonction des parents qu'on a devant soi, il faut toujours adapter le discours. Et il y a un moment où, de façon systématique, eh bien, on va aussi s'adresser à l'enfant. S'adresser à l'enfant, c'est lui dire, donc ne pas lui dire des gros mots, mais ça, j'y reviendrai un petit peu. Et c'est lui dire la vérité, lui dire comment ça va se passer. Et vous n'imaginez même pas le nombre de parents qui disent devant leur enfant, de toute façon, t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Et alors moi, je leur dis, ben non, je suis désolé, il ne va pas ne pas rien se passer. La vérité consiste à dire que non, il va vraiment se faire opérer et de mettre un petit peu au banc le fait que bon voilà bon ça va être une opération, ça c'est juste la peur des parents en fait qui est un petit peu c'est leur peur que les parents sont en train de me montrer. Et à ce moment-là, en disant mais non t'inquiète pas, il va rien se passer, je leur dis si il va se passer quelque chose, mais tu vas voir, on va vraiment faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Et ça c'est très important. Et alors après il y a des enfants un peu turbulents, pour vous dire un petit peu, de temps en temps c'est un peu compliqué, avec certains parents et avec certains enfants. On a même eu des parents qui nous disent, si tu n'es pas sage, le docteur qui est devant toi va te faire une piqûre. Et alors ça, c'est un peu là. Là, à ce moment-là, on est un petit peu dépité parce qu'on se dit, bon, d'accord, donc va vraiment falloir, on va vraiment travailler là-dessus. J'ai un quart d'heure pour convaincre que vraiment c'est important. Et donc après, nous, on se pose la question en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on doit dire aux parents? Est-ce qu'on doit absolument tout dire? Est-ce qu'on doit dire absolument l'intégralité des risques qui peuvent arriver, qui peuvent survenir? Est-ce qu'on doit en éluder, etc. Et donc ça, c'est notre vraie question
à la consultation d'anesthésie, c'est une vraie question que l'on se pose en permanence. Et donc, il faut se dire aussi, c'est que les parents sont modernes, quand même, quelque part, et il a été prouvé, enfin pas prouvé, comment dirais-je, publié, que des parents vont sur 4 à 5 supports numériques différents pour avoir une information sur l'anesthésie de leur enfant. Quand même, hein. Et donc, ils vont sur Twitter, ils vont sur Facebook, ils vont sur Instagram, et puis après, ils vont sur les sites, etc., etc. 5. Et donc, de temps en temps, eh ben nous, on n'est même pas rentré, les parents ne sont pas rentrés dans la salle de consultation, que déjà, ils disent à peine bonjour et ils disent comment est-ce qu'on va endormir mon enfant. Et là, on se dit, ça y est, c'est bien parti. À ce moment-là, je leur réponds avec un coup de marteau sur la tête, mais asseyez-vous et on va en reparler. Voilà. Histoire de un peu dédramatiser et histoire de dire, je sais que vous savez des choses, mais vous allez voir que ce que je vais vous dire est quand même peut-être probablement plus important que tout ce que vous avez lu, que tout ce que vous avez lu. Et donc après, plus l'intervention est simple, on va dire, plus il faut vraiment être vigilant, et à la consultation, et aussi pendant l'opération. On n'a pas le droit à l'erreur, je vous l'avais dit, je pense que vous l'avez bien compris, mais le plus dramatique, c'est quand un patient va bien, il vient pour une intervention tout à fait bénigne, et il se passe quelque chose de grave. Voilà. Ça, c'est c'est ce qui nous tracasse le plus. Et en revanche, un patient qui a parce que ça nous arrive déjà des patients qui ont déjà 3 traitements contre la tension artérielle, contre l'hypertension, plus des anticoagulants, etc. Les parents voient bien que de toute façon, c'est compliqué. Ils le savent bien. Et ils savent, l'enfant a déjà eu un tel parcours médical, hospitalier, que bon, ben voilà. Ils savent que c'est compliqué et alors on leur dit pourquoi sur quoi est-ce que vraiment on va faire attention, etc. Mais un enfant qui va bien, j'allais dire, non seulement on n'a jamais le droit à l'erreur, mais en attendant, il faut quand même être très, très, très vigilant. Et alors après, de temps en temps, eh bien, on a des parents qui refusent ce qu'on leur demande, ce qu'on leur dit. On leur dit, ben voilà, le mieux, c'est de faire une anesthésie péridurale, etc., etc. Et des fois, nous, bon, on a décidé que non. Et donc, c'est là où on reparlait de l'autonomie, etc., de la bienfaisance. Et c'est à nous de dire, vous avez le droit de refuser, c'est pas un problème parce qu'on a un plan B, mais le plan B est moins bien. Réfléchissez et à chaque fois qu'on est en consultation d'anesthésie, eh bien à chaque fois on dit est-ce que vous avez des questions? Il faut toujours laisser la porte ouverte aux questions. Il faut jamais dire bon ben c'est bon, c'est fini, vous voulez pas, c'est terminé. Non, vous avez toujours, on leur dit toujours, vous avez le droit de réfléchir. Reprenez, ne prenez pas conseil auprès de votre concierge, ça ne servira à rien. Elle n'y connaît rien. Ne prenez pas conseil non plus auprès de votre médecin généraliste parce que le médecin généraliste ne connaît rien sur l'anesthésie. Et donc, c'est un peu nous qui connaissons notre métier. Si on propose des choses, c'est qu'on sait qu'il y a quand même un bénéfice. Et donc, tout ça, c'est quand même très important. Et donc, on essaie de convaincre, de convaincre, de convaincre. Et vraiment, comme je vous dis, l'information représente quasiment 75% de notre consultation d'anesthésie. Alors, j'allais dire par chance, je suis un peu bavard, donc les parents sont saoulés. Mais il y a une chose qui est importante aussi, c'est que quand on a dit tout ce qu'on avait à dire, et qu'on demande aux parents qu'est-ce que vous avez retenu, ils n'ont retenu que 10% de ce que l'on a dit. Voilà. Donc en fait, il faudrait revenir encore en disant pour savoir, pour s'assurer que vous avez vraiment bien compris, et bien à ce moment-là, il faudrait redire encore les choses, mais il y a un moment, on est quand même un petit peu limité par le temps. Donc voilà. Donc on dit que alors on dit qu'on n'endort pas un enfant. Chez nous, on dit qu'on endort une famille quelque part. Et en disant que voilà, les parents sont vraiment partie prenante de l'adhésion aux soins et c'est vraiment quelque chose de très important. Je voulais faire un petit. Alors, je ne sais pas si Mathieu est encore là, parce que ouais, Mathieu est encore là. Voilà, ça c'est mon fils suit la conférence et là c'était quand il était nouveau-né. Et donc quand on s'occupe du nouveau-né, c'est vraiment tout dans l'extrême, en fait. C'est endormir un enfant, tout est plus grave et tout a plus de conséquences. Et que ce soit dans l'administration des médicaments, dans les transfusions, dans les perfusions, dans la gestion de la douleur après l'opération, dans les problèmes qu'on peut avoir sur l'oxygénation, etc., etc. Et donc pour nous, vraiment, quand on va s'occuper de nouveau-nés, on a autant chez l'enfant de 7-8 ans, on a un discours qui est à peu près fait.
Mais chez les nouveau-nés, c'est vraiment un cas à part, parce que, donc, je vous disais que les risques sont augmentés, les événements indésirables sont augmentés. Il faut vraiment, vraiment adapter le discours et tout ce qu'on va faire de façon à ce que ce soit de façon à ce que ce soit le mieux. Je pense que j'y reviendrai un peu. J'avais beaucoup développé, mais je pense que je pense que j'aurai pas trop le temps de développer tout ça. Mais on pourra y revenir éventuellement tout à l'heure pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc, l'information aux patients, c'est très important. On va arriver vers un deuxième point qui agite beaucoup actuellement la communauté anesthésique, c'est la sécurité versus la proximité. Alors, c'est pas que pour l'anesthésie pédiatrique, on a déjà vu ça pour les maternités, notamment, par exemple. Pour les maternités, l'idée, c'était, voilà, est-ce que il est préférable d'accoucher dans une maternité avec un gros volume, avec un gros effectif, avec une grosse expérience, qui est capable de gérer des urgences si elles surviennent, mais par contre, vous avez des kilomètres à faire, ou est-ce que vous préférez accoucher dans une structure qui est petite, avec pas beaucoup d'accouchements, avec des gens qui n'ont pas tant d'expérience que ça, et quand il y a un problème, il y a un vrai problème. Voilà. Ça, c'est un vrai problème d'éthique. Voilà. Et pour l'anesthésie pédiatrique, eh bien, il se passe exactement la même chose. Il se passe exactement la même chose. Et donc, en termes de sécurité, il y a j'allais dire ce que j'avais appelé la sécurité microscopique, c'est-à-dire en tant qu'anesthésiste unique, une personne, un anesthésiste, voilà, comment peut-on avoir une bonne expérience et comment peut-on accroître son expérience en anesthésie pédiatrique? Ça, c'est le premier truc, c'est je suis anesthésiste, j'ai un enfant à endormir, est-ce que je suis légitime pour le faire? Voilà. Alors, nos internes passent 3 mois dans les services d'anesthésie pédiatrique pour leur formation. C'est pas beaucoup parce qu'en fait, avec les gardes, les repos de garde, etc., globalement, ils passent 40 journées sur 5 ans d'internat à faire de l'anesthésie pédiatrique. Donc, en effet, c'est très difficile de se dire, est-ce que vraiment je me sens légitime une fois que j'ai eu juste 40 grosses demi-journées ou 40 journées d'anesthésie pédiatrique. Après, il y a les séances de simulation. On avait dit que on copie beaucoup l'aviation, hein. Et donc, il y a maintenant un gros, notamment à Nantes, mais il y en a partout, des gros centres de simulation où des spécialistes de la simulation et des anesthésistes de pédiatrie mettent des collègues en situation pour se familiariser avec les problèmes qui peuvent survenir au cours d'une anesthésie pédiatrique tout venant. Voilà. Évidemment, ce sont des personnes qui font de l'anesthésie pédiatrique occasionnelle. Et c'est vrai qu'ils rencontrent une fois un premier événement grave, puis un deuxième. Et si par hasard, ils n'ont pas réussi à bien le traiter, il y a toujours un copain qui peut venir. Enfin, c'est très, très bien fait. C'est très bienveillant. On ne tue jamais les enfants. Ils s'en sortent toujours. Et voilà. Donc ça c'est plutôt, ça, c'est très utile et tout le monde est très content de bénéficier de ces séances de simulation. Et après, nous, par exemple, on a des jeunes, hein, bien évidemment, dans notre unité. Eh bien, on ne laisse jamais un jeune faire tout seul. Voilà. On ne laisse jamais un jeune faire tout seul. On ne laisse jamais un jeune dans la panade. On lui dit toujours, si tu as un souci, même la nuit, quand c'est tes premières gardes, tu nous appelles, on vient. Voilà. Et donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour la sécurité en termes de un anesthésiste particulier. Et après, donc, la deuxième question, c'est au niveau macroscopique, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau national, où est-ce qu'on peut mieux réaliser l'anesthésie pédiatrique? Donc, je vous avais dit qu'il y avait le SROS, donc les systèmes régionaux d'organisation, euh, qui ont été faits, voilà, très bien, qui disent tel hôpital peut faire tel type d'intervention, tel hôpital peut faire tel type d'intervention jusqu'à tel âge, par exemple. C'est-à-dire que tel hôpital peut faire au-dessus de 1 an et tel type de chirurgie. En dessous de 1 an ou tel type de chirurgie, vous allez vous transférer au centre de référence. Le centre de référence, en l'occurrence, ce sont les CHU. Et donc, en fait, il y a quand même des structures qui font, par exemple, on va dire, une anesthésie, un enfant à endormir par semaine. Et quand vous avez un enfant à endormir par semaine au sein d'une structure, d'un bloc opératoire où il n'y a que des adultes à côté, eh bien, en fait, ça engendre un stress colossal.
de toutes les équipes soignantes. Et donc, quand on ne fait pas assez de certaines choses, eh bien, on les fait mal. Et on a quand même la vie d'enfant en jeu. Et donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et, et en 2023 a été édité donc des recommandations de pratique professionnelle qui sont devenues très contraignantes pour les structures hospitalières et pour les cliniques privées aussi, en termes de il doit y avoir les anesthésistes doivent faire tant d'anesthésie pédiatrique par an, doivent se former, il doit y avoir une structure d'anesthésie pédiatrique qui doit être faite, il doit y avoir un service dédié, il doit y avoir dans salle de réveil un endroit dédié, il doit y avoir du matériel dédié. Et donc, en fait, quand on fait de la pédiatrie, on est concentré sur la pédiatrie et on ne mélange pas. Et le programme doit être un programme de pédiatrie, c'est-à-dire que au sein d'une journée de bloc opératoire, il n'y a pas un enfant de 2 ans, puis un monsieur de 45 ans, puis ensuite on retourne à un enfant de 7 ans, puis ensuite une personne de 70 ans, etc. On ne fait pas comme ça, on essaie vraiment de regrouper. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les structures qui ont du mal un petit peu à se réorganiser parce que ils ont des contraintes de temps et c'est vrai que ça pose problème. Et donc, en fait, c'est vrai que le gros débat est voilà. Est-ce que vous préférez pour vos enfants que ça se fasse dans le maximum de sécurité avec des gens qui ont l'habitude, mais vous faites des kilomètres? Ou alors est-ce que vous faites ça juste dans la petite structure à côté de chez vous, où ils font un patient par semaine et où globalement, vous ne le savez pas, mais ça va, on va dire, le soin prodigué aux enfants va être mal vécu. Alors évidemment, je caricature, mais globalement, le nombre de petites structures qui font peu d'enfants, il y en a quand même beaucoup. Et donc, le choix a été fait de dire, voilà, c'est la sécurité qui l'emporte sur la proximité. Voilà. Mais c'est un problème éthique, hein, quelque part. Et la sécurité l'emporte sur la proximité. Et donc, oui, vous ferez des kilomètres. Alors oui, mais après, les parents peuvent nous dire, oui, mais enfin bon, on a quand même des risques aussi d'avoir un accident de voiture en venant à l'hôpital. Bon, et la réponse est oui, mais voilà, en réalité, on a quand même des datas, on a quand même de la science qui est là-dessus. Et donc, on était quand même en droit de dire, ben voilà, maintenant, on considère que la sécurité prime. Voilà. Donc ça, c'était un vrai problème, on en parle encore beaucoup, et à mon avis, c'est pas prêt d'être fini, mais là, pour le coup, l'État est dedans, les ARS sont là-dedans, donc voilà, rapidement, les choses vont être obligées d'être réglées. Le seul problème, c'est que les cliniques, notamment, qui en faisaient, mais pas beaucoup, ont quand même, à la fin, quand on cumule tout ça, c'est une grosse masse d'activité, et que l'hôpital ne peut pas prendre en charge. On peut pas soigner tout le monde. C'est très important. Moi, je le dis, hein, personnellement, c'est très important d'avoir des cliniques privées parce que, ou des structures privées ou semi-privées, parce que nous, à l'hôpital, on ne peut absolument pas prendre tous les enfants. C'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué. Et surtout qu'on s'occupe de patients graves, surtout et que ben, on a un bloc opératoire, on a 6 salles, on en a déjà 6 et c'est déjà beaucoup, mais on ne peut pas non plus faire, on n'est pas un nombre indéfini d'IAD, d'infirmières anesthésistes, ni de médecins, donc c'est pour ça que c'est un petit peu, ça n'est pas si simple. Voilà. On continue les problèmes que nous, on rencontre et sur lesquels on se pose des questions. C'est donc la neurotoxicité, c'est-à-dire la toxicité des médicaments d'anesthésie sur le système nerveux. Voilà. Il y a peu de temps, on ne savait pas trop comment fonctionnait l'anesthésie. Euh, Maintenant, on commence à avoir une petite idée, hein. Ça commence à venir, mais il y a 20 ans, c'était un peu, on ne savait pas trop. Donc, globalement, les médicaments d'anesthésie vont agir sur certains récepteurs du cerveau à différents endroits du cerveau euh, euh, en- pour induire le sommeil, hein, parce que c'est surtout ça c'est surtout ça qui coûte. Et en 2016, en fait, la FDA, donc la Food Drug Administration, je crois aux États-Unis, s'est permis de dire, voilà, sur tous les médicaments d'anesthésie, sur les boîtes, vous allez être prié de mettre, alors je vous le lis, hein, parce que je ne pourrais pas le redire par cœur, que une utilisation répétée ou prolongée d'agents anesthésiques ou sédatifs chez les enfants de moins de 3 ans ou les femmes enceintes pendant leur troisième semestre pouvait affecter le développement neurocomportemental des enfants. Et alors bravo, donc ça c'était super. Et le seul problème, c'est que
il n'y avait aucun substratum scientifique là-dessus. Et donc, les labos étaient obligés de marquer ça sur leur boîte. Et évidemment, à partir du moment où ça a été marqué, ben ça s'est su, bien évidemment. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Parce que à partir du moment où l'administration des médicaments dit, attention, d'endormir des enfants peut affecter le développement neurocomportemental des enfants, ben à ce moment-là, vous m'excuserez, on est un petit peu, je vais être un petit peu cru, mais on est des criminels. Voilà. Et là actuellement, c'est un vrai problème parce que on se dit, on sait comment ça fonctionne, mais est-ce que on est vraiment aussi délétère, donc délétère avec un, est-ce que notre anesthésie va être aussi perturbant pour le système enfin pour le neurodéveloppement de l'enfant? Et donc après, là tout de suite, évidemment, les anesthésistes pédiatriques sont rentrés dans la brèche en disant que d'abord, il n'y avait pas d'études sur l'homme qui avaient été faites. Voilà. Et donc que les études pour lesquelles la FDA avait préconisé ça, c'était uniquement des études animales ou pour lequel les animaux étaient vraiment mis en contact de façon très prolongée avec les médicaments d'anesthésie, voilà, et que on considérait que la surveillance, par exemple, n'était absolument pas celle que nous on utilisait chez l'homme. Et donc, parce que globalement, chez les animaux, il y avait des troubles du comportement, des modifications du comportement à type de mauvaise régulation de la peur, il y avait des modifications des acquisitions, etc., etc. Donc chez l'animal, chez la souris, en fait, c'est surtout chez la souris que ça s'est passé, eh bien, c'est vrai que les souris mises en contact avec des médicaments d'anesthésie de façon prolongée, eh bien, ont des troubles du comportement et ont des troubles des acquisitions. Alors, évidemment, en 2016, les parents, même bien avant, les parents nous disaient, mais qu'est-ce que vous pensez du risque de l'anesthésie chez les enfants, surtout s'ils sont petits? Eh bien, moi, je leur disais que quand même, globalement, on faisait des millions d'anesthésies dans le monde. Si vraiment on était très, 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 très délétère, ça se saurait et globalement, on aurait arrêté le métier. Voilà. Néanmoins, il faut quand même malgré tout réussir à le prouver. Voilà. Et donc actuellement, il y a énormément de laboratoires donc de recherche hein, qui s'occupent de ça en disant comment est-ce qu'on peut essayer de s'assurer que les médicaments d'anesthésie qu'on donne aux enfants ne sont pas si délétères que ça. Et donc, parce qu'il faut voir aussi, donc, comme je le disais, quand on endort un enfant, on s'assure que l'oxygénation se fait bien, on s'assure que la tension artérielle est bien comme il faut, que la glycémie est bien comme il faut. On surveille énormément de choses que les vétérinaires avec les souris ou les pharmacologues avec les souris ne faisaient pas. Donc c'est pour ça qu'on a dit, il faut faire des études sur l'homme. Et donc, il y en a trois qui ont été faites, qui sont là, Panda, Masque et Gas, qu'on a mis. Et donc, ce sont des études qui sont, comme on dit, prospectives. Ça veut dire que on se donne une méthodologie, on inclut des patients et on va les surveiller au fur et à mesure. Voilà. Et globalement, la dernière, c'est l'étude GAS, qui consistait pour une certain type de chirurgie chez les bébés. Soit on les endort, soit on peut juste endormir le bas. Un peu, je ne sais pas s'il y a des dames qui sont ici, qui ont donné naissance à des enfants par césarienne, où on faisait une petite piqûre dans le dos, il y a les jambes qui chauffent très dur, et ça s'appelle une rachianesthésie. Et globalement, on est capable de faire ça aussi chez les tout petits bébés. Et donc, je crois qu'il y avait il y avait au moins 200 enfants, 100 dans chaque groupe, voilà, un groupe endormi, un groupe pas endormi, et ils étaient opérés. Et globalement, ils en sont à 8 ans maintenant de comparaison de ces deux groupes où ils ont été opérés. C'était évidemment des enfants qui allaient bien, c'était pas des anciens prématurés, ils n'avaient pas eu de soucis, ils étaient plutôt en pleine forme. Et globalement, il n'y a absolument il n'y a pas de différence en termes d'acquisition en termes d'acquisition de troubles du comportement, etc. Mais donc, globalement, nous, ça nous a vraiment, donc on peut dire que avec le peu d'études qu'il y a ici, d'un point de vue clinique, il n'y a pas de différence. Peut-être est-ce que sur l'IRM hyper pointu,
on pourra peut-être marquer des choses, mais le cerveau, le docteur Hinzelin, s'il avait été là, aurait peut-être pu nous le dire, je ne sais pas s'il est là, que en fait, il y a, le cerveau a des facultés d'adaptation et de régénération, etc. Il s'adapte en fait, et donc permettrait, à mon avis, si on dit, ah oui, mais là, on a perdu un petit peu à l'IRM pointu, on a perdu deux, trois cellules, je pense que le cerveau, lui, est quand même suffisamment apte à s'adapter à ça pour faire peut-être des synapses supplémentaires de façon à ne pas gêner les acquisitions ultérieures. Voilà. Donc pour nous, c'est un vrai risque, enfin, c'était un vrai problème quand on a commencé à nous dire, mais si ça se trouve, vous êtes dangereux. Et donc, après, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut retarder, par exemple, la pose de yo-yo chez un... Vous savez, les yo-yo, c'est les aérateurs, les T-tubes quand on fait des otites. Ça permet d'évacuer un petit peu les liquides et ça permet de mieux entendre pour l'enfant. Et donc, ça lui permet de bien poursuivre ses acquisitions. Et donc, l'idée, c'est est-ce que si je pose mes yo-yo, mais que je mets du médicament d'anesthésie, qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que je l'endors avec un risque sur son cerveau, mais d'un autre côté, il va pouvoir entendre, ou alors ce que je ne l'endors pas, il va rien entendre, il va être sourd comme un pot, et il va pas pouvoir progresser en termes de langage, de lecture, etc. Voilà. Ça c'est un problème. Les amygdales, c'est pareil. Est-ce que j'endors un patient pour une amygdalectomie avec le risque que ça peut comporter en utilisant des médicaments d'anesthésie, mais d'un autre côté, il fait du syndrome d'apnée du sommeil, il est fatigué tant qu'il peut, de jour comme de nuit, il respire pas bien, il est épuisé, on n'arrive à rien faire, il ne progresse pas non plus, voilà. Et donc en fait, c'est la question qu'on aurait pu se poser. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est actuellement donc avoir des études cliniques pour nous confirmer dans notre idée que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça, en fait, que donner des médicaments, ça n'est pas mauvais, et que quand on pose une vraie indication, eh ben, il faut opérer les enfants. Et donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, avant, on opérait beaucoup des enfants de moins de 1 an de chirurgie plastique. Par exemple, des enfants qui avaient enfin, des névus, c'est-à-dire des énormes grains de beauté. Comme avant 1 an, la peau est très, très souple. Et donc, en fait, on pouvait quasiment tout enlever en une seule fois, mais on faisait ça chez l'enfant qui avait 2 mois. Et on s'est dit que, voilà, il valait peut-être mieux quand même, en termes de risque, ne pas opérer ces enfants à 2 mois, sachant qu'on pouvait les opérer plus tard, et que, ne sachant pas trop donc ça c'était dans les années 2000-2010 à peu près, on s'est dit qu'on allait retarder au maximum les interventions qui ne sont pas urgentes, de façon à ne pas engendrer de surrisque anesthésique, notamment en termes neurocomportemental ultérieurement. Et donc, globalement, en médecine, vous savez, on est toujours sur ce rapport du bénéfice d'un acte par rapport au risque d'un acte, c'est le bénéfice sur le risque. Ce qu'on veut, c'est un bénéfice maximum, et ce qu'on veut, c'est un risque minimum. À ce moment-là, le rapport est très très important, donc à ce moment-là, on a gagné. Si le bénéfice est le même, mais le risque augmente, à ce moment-là, le rapport est moins bien. Et donc à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on reporte pas. Voilà. Et donc évidemment, les parents sont quand même étaient un petit peu inquiets de ça. Donc maintenant, je peux dire qu'on a quand même on a quand même des données, hein, qui nous permettent de dire, voilà, que les médicaments d'anesthésie ne sont probablement pas aussi toxiques que c'était noté en 2016 sur les boîtes de médicaments. On continue sur les soucis, parce que quand même on en a. C'est le problème de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors ça aussi, ça pose un problème. C'est quoi l'AMM? L'AMM, c'est l'autorisation donnée par l'État pour l'utilisation d'un médicament, pour une indication donnée, avec une posologie donnée, pour une catégorie de patients donnée. Voilà. L'AMM, c'est très compliqué pour les laboratoires, puisque ça se fait en 4 phases. La première phase, c'est vous avez donc une nouvelle molécule, vous voulez l'utiliser chez les patients et vous voulez le commercialiser, enfin pas vous, mais les laboratoires. Et donc, à ce moment-là,
L'idée, ça va donc se faire ça va se faire en quatre grandes phases. Et la première, c'est surtout sur un petit groupe de volontaires. On teste pour savoir si la molécule, elle est toxique ou pas. Voilà. Est-ce que la molécule est dangereuse ou pas? Ça, c'est la phase 1. La phase 2, après, on utilise des volontaires malades pour déterminer la tolérance et l'efficacité de la molécule, savoir quelle était la dose minimale efficace. Ça, généralement, ça se fait au milieu hospitalier. Et en phase 3, après, ce sont à ce moment-là, on utilise des grands groupes de patients pour savoir, donc on sait que c'est pas toxique, on connaît la dose, mais il faut savoir aussi si cela a un intérêt par rapport à un autre médicament ou par rapport à rien. Et à ce moment-là, généralement, on fait des grandes études avec des grosses cohortes où on va comparer un groupe de patients qui va utiliser le médicament et un groupe de patients qui ne va pas utiliser le médicament. Tout ça, c'est toujours sur des volontaires. Et à ce moment-là, ils font des statistiques et ils disent oui, c'est utile d'utiliser tel médicament, ou oui, c'est utile ou ça n'est pas utile de l'utiliser. Ce qui est très intéressant en fait de se dire j'ai un nouveau médicament, mais ça n'est pas utile. Voilà. Alors oui, c'est vrai que le laboratoire perd de l'argent, mais je pense qu'il y a énormément de molécules qui passent à la trappe parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Ou alors, c'est utile, c'est plus utile qu'une autre molécule qui était déjà utilisée. Voilà. Et à ce moment-là, après, on se retrouve avec l'autorisation de mise sur le marché qui est donnée. Et après, il y a la phase 4 qui est la surveillance de l'administration du médicament une fois que l'AMM a été délivré. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, mais ça prend des années, d'accord? Ça prend des années pour tout faire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Bon, ok, moi je vais réduire juste les vignettes. Alors bon, ça c'est ce que j'ai fait dans un cours. C'est ce que j'ai fait dans un cours pour des anesthésistes au sein d'un congrès. Et c'était pour vous montrer un peu l'arsenal thérapeutique que nous avons en pédiatrie concernant les médicaments contre la douleur. Donc, vous avez le paracétamol, vous connaissez, l'ibuprofène, vous connaissez, kétoprophène, c'est un anti-inflammatoire par voie intraveineuse. Les médicaments antalgiques sont divisés en trois groupes. Un groupe de type 1, voilà, c'est ça, paracétamol, ibuprofène, kétoprophène. Ensuite, un groupe de type 2, qui sont des médicaments qui sont un peu plus puissants que le groupe 1, enfin de classe 1 et qui sont utilisables. Voilà, donc nabufine, codéine, tramadol, très bien. Le néfopamétapar. Et après, on a la classe 3, qui sont les médicaments morphiniques. Quand on regarde, alors moi je suis obligé de me pencher un peu parce que j'ai un deuxième écran. Quand vous voyez à partir de 15 ans, vous avez tout, c'est super, c'est magique, c'est très bien. Quand vous voyez le nouveau-né, ici, jusqu'à 3 mois, eh ben, vous n'avez pas grand-chose d'un point de vue AMM, on est d'accord, d'un point de vue autorisation de mise sur le marché. Vous avez le paracétamol et vous avez la morphine. Et vous n'avez que ça. Le reste, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. D'accord? À partir de 3 mois, on a l'ibuprofène Péros, on est super content. Et à partir de 6 mois, on a la morphine, etc., etc. Et en fait, je leur avais posé la question en disant, bon, ben voilà, vous allez avoir une petite, je vais vous faire une petite colle en disant, ben voilà, est-ce que vous savez, par exemple, l'analbufine, à partir de quel âge vous pouvez l'utiliser? Et tout le monde dit, oh, ben, facilement chez le nouveau-né. Et non, c'est 18 mois. Et donc, on est très embêté parce que je vous disais que pour le nouveau-né, on a le paracétamol, jusque-là, c'est très bien, mais on a juste de la morphine, c'est tout. Et la morphine, c'est quand même pas anodin, parce que d'un point de vue pharmacologique, la morphine est beaucoup plus longue à éliminer que chez les grands. Et donc, il faut l'utiliser en milieu spécialisé, en milieu hospitalier, avec une surveillance adaptée. C'est pas rien, d'accord? C'est très très lourd dans ces cas-là d'utiliser de la morphine. Mais on a que ça. Alors comment est-ce qu'on va faire? Et donc on se retrouve bien embêté. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ces cas-là, on utilise les médicaments de façon absolument hors AMM, c'est-à-dire que on fait fi de ce qui est préconisé par les données
de l'État et ce que donne tout ce qui est l'agence du médicament, etc. Et donc, vous voyez que si on veut un peu de Nubain, de Nalbuphine, eh ben, globalement, jusqu'à 18 mois, on est hors AMM. Voilà. La morphine Péros, on est hors AMM. Là, si on veut utiliser les anti-inflammatoires par voie intraveineuse, on est hors AMM. Donc, en fait, j'allais dire, je dis pas qu'on se met en danger, mais quelque part, si. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que vous l'utilisez quand même? D'abord parce qu'il y a quand même des études en dehors de la France qui ont été faites sur les médicaments et on peut s'y fier. Ensuite, après, on a une expérience. Par exemple, le médicament princeps, c'est celui-là. C'est le Nubin, donc c'est un médicament antalgique très intéressant mais qui est moins fort que la morphine, qui demande un peu de surveillance, c'est pour ça que j'ai mis une petite bombe, qui demande un peu de surveillance, mais quand même nettement moins que la morphine, et pour lequel, avant d'arriver à un surdosage, enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, on utilise ça depuis la nuit des temps, je veux dire depuis que ça existe globalement, hors AMM, et globalement, on arrive à le maîtriser. Mais j'allais dire, si on commençait euh, à nous, euh, à nous embêter en nous disant, mais oui, mais vous n'avez pas le droit, eh ben, on se retrouvera très, très embêté. Exemple, par exemple, la codéine. La codéine était utilisable chez les enfants de plus de, vous voyez, j'ai oublié parce que ça fait longtemps, mais je crois que c'est ces enfants de plus de 6 mois. Et en fait, il y a eu quelques patients dans le monde, vous allez voir un petit peu ce que c'est, dans le monde entier, qui transforment la codéine très rapidement en morphine, et avec une dose ou deux doses de codéine, se sont retrouvés avec, parce qu'ils ont des systèmes enzymatiques un petit peu particuliers, ça c'est génétique, c'est comme s'ils avaient un bolus de morphine, et donc il y a quelques patients qui sont décédés de ça, et parce qu'ils avaient une prédisposition génétique à la transformation rapide de codéine en morphine, et c'est comme si on faisait un bolus de morphine. Eh bien, grâce ou à cause de ces patients, qui représentent pas grand-chose, hein, c'est vraiment une 0,001% des patients, eh bien, la codéine a été supprimée dans le monde entier, je dis bien, pour les enfants de moins de 12 ans. Et c'était très utile, d'accord? En termes d'antidouleur, c'était très utile. Et donc, on s'est retrouvé, par exemple, pour les amygdales, on dit, mais on a quoi? Bon, on n'a plus grand-chose. On a un peu de paracétamol, on a un peu d'ibuprofène. Et comment est-ce qu'on fait? Parce que la codéine, c'était bien quand même, et on n'avait plus le droit. On n'avait plus le droit de le prescrire, et d'ailleurs, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Voilà. Et donc après, il y a le tramadol est arrivé, après. Alors le tramadol, lui, la MM, c'est 3 ans chez nous. Donc on ne peut pas l'utiliser en dessous de 3 ans. Et on s'y tient. En Belgique, c'est 6 mois. Vous voyez. Donc en Belgique, ils ont le droit d'utiliser le tramadol à partir de 6 mois chez des patients douloureux. Nous, on est obligé d'attendre 3 ans. Ce problème, c'est que le tramadol est utilisable à la maison. La nalbuphine n'est pas utilisable à la maison puisque c'est par voie intraveineuse. On n'a pas le choix. Donc, chez un patient de moins, on va dire de 1 an, ben, on n'a pas grand-chose pour le traitement d'une douleur à la maison. On a le paracétamol, on a l'ibuprofène, et puis le reste, on n'a pas. Parce que la morphine à la maison, c'est pas une bonne idée. La morphine intraveineuse, c'est pas, on peut pas. Et tout ça, c'est des médicaments par voie intraveineuse. Donc, on peut pas. Donc, en fait, on est très limité. Alors qu'en Belgique, ils ont le tramadol à partir de 6 mois. Et donc, voilà, c'est un peu, pour nous, c'est un petit peu compliqué de temps en temps de prescrire en disant, ben voilà, on aimerait bien, par exemple, il y a des patients, on dit, on aimerait bien que vous sortiez le soir, chez vous, mais la douleur de votre enfant va être telle que de toute façon, on préfère qu'il reste hospitalisé. Comme ça, on sait qu'on va pouvoir lui donner des médicaments en toute sécurité. Ils n'ont pas la MM, hein. Ça on ne le dit pas aux parents et aux patients. Mais néanmoins, ils sont surveillés et ils sont utilisés quotidiennement. Voilà. Donc ça c'est un vrai problème chez nous en pédiatrie. Et j'en parlais avec des pédiatres qui nous disaient que en gros, 75% des médicaments utilisés sont hors AMM. Voilà, que ce soit les antibiotiques, que ce soit, il y a plein de médicaments, les médicaments pour l'épilepsie, les médicaments pour l'énurésie, etc. Tout ça, il n'y a pas d'AMM, mais malgré tout, ils le prescrivent quand même. D'accord.
Et je pense que bon, on a quand même, on a quand même raison de le faire. Après, parce que les laboratoires, quand ils élaborent des nouvelles molécules, eh ben, ils n'ont pas envie de s'embêter avec la pédiatrie. Parce que faire de la recherche, j'en parle pas beaucoup, mais faire de la recherche en pédiatrie, c'est un petit peu compliqué quand même, éthiquement. Il faut vraiment informer les parents, il faut être sûr qu'il y ait un bénéfice de l'étude, il faut qu'il y ait un bénéfice de la molécule. Quand vous êtes parent et qu'on vous dit oui, on a une nouvelle molécule, on aimerait bien l'essayer, etc., ben, quand vous êtes parent, vous n'avez pas nécessairement envie que votre enfant fasse partie, là, j'aime pas du tout le mot cobaye parce que c'est absolument pas ça, mais soit partie intégrante de l'étude. Ce sont quand même des choses tout à fait légitimes. Et donc, les laboratoires ne s'embarrassent pas la vie et disent c'est contre-indiqué ou non recommandé en dessous de 18 ans. Et donc, on se retrouve bien embêté, et notamment pour les nouveaux antibiotiques, etc. On est obligé d'extrapoler à ce moment-là non seulement la posologie, parce qu'on est obligé d'adapter, de nous dire, ben voilà, la posologie adulte, c'est ça. Donc, si on doit l'utiliser en pédiatrie, on va dire que la dose, ce sera à peu près tant de milligrammes par kilo, etc. On est un peu obligé de faire ça. Et donc, voilà, c'est compliqué pour nous. On pourrait très vite être démunis. Et donc, pour nous, voilà, c'est un deuxième probléme éthique qui consiste à dire, si ça se trouve, on prescrit des médicaments tous les jours, et à cause de ça, eh ben, on ira en prison l'année prochaine. Alors, dans ces cas-là, on y va tous, hein. Donc à ce moment-là, plus personne ne sera soigné. Mais voilà, ça représente un vrai problème chez nous. Voilà ce que je voulais dire à propos de l'AMM. On a encore un peu de temps? Oui, on a encore un peu de temps. 10 minutes, 15 minutes maximum, c'est bon? Ah pardon. 10 minutes, parce qu'il faut laisser le temps après pour les 10 questions-réponses. minutes? Ok, très bien. Alors, je vais juste voir ce que je vais chanter. Euh, Chose très importante chez nous, qui nous occupe aussi énormément, qui nous prend du temps, qui nous font nous poser des questions, c'est le vécu des enfants en bloc opératoire. Il y a la séparation des parents, il y a un éventuel traumatisme, même si j'aime pas trop ce mot-là, on va dire une agression du soin de l'enfant quand il passe au bloc opératoire. De temps en temps, il y a des enfants qui passent régulièrement au bloc opératoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que chaque passage soit le mieux possible pour bien préparer le séjour d'après. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et sont décrits plutôt ce qu'on appelle les troubles du comportement post-opératoire. Un trouble du comportement post-opératoire, globalement, c'est des troubles du comportement qui surviennent une fois que l'enfant est rentré à la maison. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important parce que on n'est pas tant au courant que ça, parce que nous, anesthésistes, autant les patients revoient les chirurgiens, mais nous, on ne revoit pas les patients. Quand on revoit des patients dont on s'est occupé, c'est qu'il faut les reprendre chirurgicalement. D'accord? Et donc, bah, nous, quasiment, la majorité de nos patients sont des, entre guillemets, perdus de vue. Parce que à partir du moment où ils ne sont pas réopérés, eh ben, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Et donc, ces troubles du comportement, il faut vraiment s'en occuper, il faut vraiment les prévenir, il faut vraiment savoir comment faire. Et ça prend énormément de temps. On ne peut pas faire ça à la légère parce que quand vous avez des pertes des acquisitions, de pertes de jeu, une peur, une anxiété, la peur de l'étranger, de l'hostilité, de la colère, l'enfant refait pipi au lit, etc., veut plus manger, les terreurs nocturnes. C'est pas nous les soignants qui subissons ça, ce sont les parents. Et donc, il faut vraiment que chaque séjour se passe bien. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et ça occupe beaucoup de notre temps hors anesthésie, mais quelque part d'organisation. Par exemple, voilà, est-ce que un enfant peut venir avec son doudou, même hyper sale, au bloc opératoire?
C'est pas propre, hein. Et qu'est-ce qu'on fait pour les infections du site opératoire? Bon, je vous rassure, le doudou vient, hein, vient au bloc opératoire, ça pose pas de souci. Est-ce qu'il peut venir dans son pyjama, etc., etc. Et donc là, on a déterminé un petit peu les facteurs de troubles du comportement post-opératoire. C'est l'âge, c'est la personnalité, c'est l'angoisse des parents. L'angoisse des parents est un facteur de risque de troubles du comportement post-opératoire. Alors évidemment, on n'en parle pas aux parents parce qu'on va certainement pas les accuser en disant ouh là là, si vous êtes stressé, votre enfant va l'être. On sait, ça se voit, c'est absolument pas un souci. Et donc, on va passer énormément de temps à préparer en amont, au cours de la consultation préanesthésique, on va préparer l'enfant. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui parle beaucoup. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit là. On va lui dire comment ça va se passer. Voilà. Et ensuite, après, une fois qu'il est à l'hôpital, eh bien, il va falloir le distraire, il va falloir qu'il joue, il peut venir en voiture, il y a des petites voitures, alors ça c'est assez compliqué les petites voitures, parce que une fois que une fois que l'enfant est arrivé en petite voiture au bloc opératoire, il veut plus s'en aller, parce que la petite voiture c'était vachement bien, et c'est des petites voitures électriques, et donc c'est vrai que pour nous c'est un petit peu compliqué. Alors des fois, alors nous on l'a pas à Nantes, mais j'ai des amis qui endorment carrément dans la voiture. Ils n'ont pas le choix parce que sinon l'enfant va se mettre à se débattre. Et aussi, il y a la possibilité de donner des médicaments avant une anesthésie. Donc ça nous prend énormément de temps. Et d'éthique, c'est voilà, combien de temps je vais passer à la préparation de l'enfant avant une intervention. Parce que, comme je vous dis, une seule fois où ça s'est mal passé. Et à ce moment-là, on peut, nous, non seulement les parents vont avoir des soucis, mais nous aussi, à ce moment-là, on va avoir des soucis. Il faut limiter le jeûne aussi, par exemple. Ouais, heureusement, maintenant, les enfants ont le droit de boire jusqu'à 2 heures avant une belle quantité d'eau ou du jus de pomme. Ça, c'est quelque chose d'agréable. On limite le stress parce que le fait que les enfants soient à jeun est un énorme stress pour les parents. Énorme. Alors qu'on leur dit, mais vous savez, quand ils ont pendant 3 jours la gastro-entérite, ils mangent pas, ça vous inquiète pas plus que ça. Tandis que là, oh mon Dieu, il va pas manger, il va pas prendre son petit déjeuner, ça va être horrible pour le pauvre chouchou. Alors évidemment, ils survivent, c'est vrai. Alors on essaie à chaque fois de recalmer les parents en leur disant, c'est bon, on se calme, tout va bien, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Après, il y a une chose qui est importante, qui est une source de discussion aussi, c'est doit-on faire venir les parents au bloc opératoire au moment de l'endormissement? Ça, c'est un problème. Et globalement, il n'y a pas nécessairement de bienfait à ce que, et étonnamment, hein, ça pourrait vous paraître surprenant, mais il y a pas de bienfait majeur à ce que des parents soient là, soient présents au moment où on endort un enfant jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. Voilà. Ça, ce sont des choses qui sont connues. Et donc l'idée, c'est surtout d'avoir un panel de choses importantes pour le confort de l'enfant au bloc opératoire. Mais ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des équipes qui sont particulièrement motivées. Puisque je n'ai plus beaucoup de temps, ce n'est pas très grave, on va terminer avec quelque chose qui nous prend aussi du temps, ce sont l'anesthésie des patients témoins de Jéhovah ou enfants de parents témoins de Jéhovah. Je vous la fais brève. Suite à ces 3 extraits bibliques qui parlent que donc la Genèse, dans la Genèse, c'est avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Dans le Lévitique, il y a donc 6 versets où il parle de sang en disant que on ne doit pas consommer le sang. Et dans les Actes des Apôtres, il est prévu que s'abstenir des souillures, des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Et voilà. Et donc, les témoins de Jéhovah ont comme idéologie de dire que la transfusion est interdite par leur croyance. Nous, ça nous pose un souci, c'est que il faut répondre à deux impératifs déontologiques qui sont que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Ça, c'est le Code de la santé publique 2016. Et le Code pénal nous dit que nous sommes punis si nous ne réalisons pas d'assistance à personne en danger. Voilà. Alors, on est devant cette énorme contradiction qui consiste à dire, voilà,
le patient qui est devant moi me dit je ne veux pas être transfusé, ça saigne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le transfuse alors qu'il a dit qu'il ne voulait pas? Est-ce que je ne le transfuse pas jusqu'à aller jusqu'au décès? Et donc, c'est donc ce qu'on appelle le problème de l'autonomie usque ad finem, c'est-à-dire l'autonomie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort du patient. Et donc, pour nous, c'est un vrai problème. Et donc, très régulièrement dans nos congrès d'anesthésie, il y a, on va dire tous les 2 ans à peu près, un petit état des lieux sur la jurisprudence et les patients qui sont témoins de Jéhovah. Et en gros, on va dire que, il n'y a aucune sanction qui ait été donnée à des soignants envers des patients témoins de Jéhovah, qu'ils aient transfusé ou qu'ils n'aient pas transfusé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le patient qui n'est pas transfusé, je crois que c'est arrivé avant 2020, la famille a porté plainte en disant, voilà, vous n'avez pas transfusé la personne alors que le patient était en danger, a été mise en avant l'autonomie du patient qui a dit qu'il ne voulait pas être transfusé, et globalement, il n'y a pas eu de condamnation. À l'inverse, les patients qui sont transfusés parce qu'ils arrivent à l'extrême limite du niveau d'hémoglobine en dessous duquel de toute façon ils vont mourir, à ce moment-là, quand ils ont été transfusés juste à cette limite-là et dans une quantité raisonnable, eux non plus, n'ont jamais été condamnés. Là, il y a juste un cas, alors on peut le lire partout, hein, je ne sais plus où c'était, où en fait, c'était une patiente de réanimation qui avait beaucoup saigné, qui avait été transfusée pendant l'opération, donc là, ça n'avait pas posé de souci, et qui était limite, en fait, une première fois, et donc ils avaient retransfusé un petit peu, alors que la patiente était consciente, d'accord? Mais par contre, non, elle était inconsciente. Et à la fin, pour une troisième fois, il y avait un médecin qui s'est dit, je vais quand même la transfuser parce que j'ai peur, alors que le critère limite alors qu'elle était un peu au-dessus du taux, on va dire ce qu'on appelle le taux létal d'hémoglobine, mais il n'a pas fait ça de façon sympathique parce qu'en fait, il a sédaté la patiente de façon à faire la transfusion. Donc là, pour le coup, il a été condamné. Et donc, c'est vrai que pour les patients témoins de Jéhovah, ben nous, ça nous arrive. Alors, fort heureusement, on ne transfuse pas tous nos patients, loin de là. Mais néanmoins, quand ils arrivent, eh ben, on leur dit, voilà, c'est bien, c'est pas compliqué. S'il y a besoin de transfuser, on transfusera. Ça, c'est la première chose. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours changer de structure. Libre à vous de trouver un praticien qui pourra endormir et opérer votre enfant. On va tout faire pour ne pas le transfuser, bien évidemment. On va préparer l'enfant pour ne pas le transfuser. Si c'est pas urgent et qu'on a le temps, on augmente son hémoglobine avec pas mal de médicaments, genre érythropoïétine, fer, etc. Ça, on peut. On peut récupérer le sang parce qu'ils sont. Alors, les témoins de Jéhovah ne sont pas tous les mêmes, hein. Il y en a pour lesquels ils acceptent que le sang qui est aspiré au niveau du site opératoire puisse être récupéré, retraité et repassé au patient lui-même. Il y en a qui refusent, mais il y en a qui sont OK. Et donc ça, en fait, pour les témoins de Jéhovah, on fait des choses qu'on ne ferait pas nécessairement en termes de coûts on se décarcasse pour faire en sorte qu'on n'ait pas à les transfuser. Ça nous prend énormément de temps. Ça nous est arrivé, le dernier, Vincent, ouais. 2 minutes. Ok, donc Deux- il n'y a pas de souci. Et donc en fait, c'était chez un enfant brûlé, on ne l'a pas transfusé. Néanmoins, on dit aux parents que si on a besoin de le faire, on le fait. Et si vraiment les parents s'opposent, on prévient le juge. De toute façon, c'est pas compliqué, et on peut les menacer en disant voilà, au pire, vous pouvez être déchu de votre autorité parentale pendant la transfusion, et puis ensuite, après, vous la récupérez. Donc, c'est rarissime, hein, bien évidemment. On réussit toujours à s'arranger, mais voilà. Donc, en gros, merci Maroun de me dire que j'ai quasi fini. Ça, c'était les problèmes complexes qui peuvent survenir
pour lequel on discute énormément, mais pour lequel c'est très compliqué et on n'a généralement pas la solution. Et donc, à la fin, c'était quelles étaient les qualités éthiques en anesthésie pédiatrique, parce que, en gros, c'était notre conclusion. Eh ben, il faut qu'on ait des qualités envers le patient, ça c'est très important, c'est surtout ce dont on a parlé, envers les collègues chirurgiens et les collègues anesthésistes, envers la structure de soins, pour essayer de faire le maximum de choses pour ne pas avoir de problème, parce que les problèmes coûtent cher aussi à la structure de soins. Envers nous-mêmes, il faut qu'on pense à nous, il faut qu'on pense à notre santé mentale, physique, ça c'est très important, et envers la communauté et la société. Bon, globalement, ça c'est donc ma pomme, avec un petit nounours qui était un doudou qui avait été offert à une enfant absolument charmante, pour lequel j'étais allé la revoir en lui disant, ben, je suis désolé, on est désolé, demain on te réopère. Demain entrer au père, etc. Parce que voilà, j'avais passé un quart d'heure, pas beaucoup de temps dans la chambre. Et le surlendemain, après, le chirurgien me dit, va dans la chambre, tu vas voir, il y a quelque chose de... Voilà. Et donc, il y avait ce nounours. Et en fait, je dis, et puis à la fin, sans faire attention, je dis, mais il est magnifique ton nounours, et comment il s'appelle? Et en fait, elle me dit, ben, il s'appelle Jean-Vincent. Donc ça a été un beau cadeau que cet enfant m'avait fait. Et voilà. Et quand vous avez, à la fin d'un parcours de soins, un enfant qui vous fait ce dessin-là, eh ben, soyons honnêtes, on a l'impression qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Bon, j'étais bavard, hein, je suis désolé. Bien, merci. C'était magnifique. Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran comme ça on peut Absolument. se voir tranquillement? C'est fait. Euh, Vraiment un très très grand merci parce que moi je découvre avec toi ce soir un domaine particulier. Euh, Ouais, Comme je disais dans les annonces, un domaine peu connu quand même, notamment ouais, avec les difficultés que vous avez. On pense que tout passe bien au niveau de la saisie, ça y est, c'est fini, c'est simple. Alors qu'en fait, je pense que vous avez des soucis comme tous les personnes de ouais, santé, voilà, donc quel que soit absolument. le secteur. Un grand merci pour cette présentation exhaustive aussi, parce que quand même, il y a plein de choses. Peut-être on peut la continuer une autre fois avec le reste des thèmes. Je vais laisser la parole voilà, à ceux qui sont présents ce soir. Mais désolé, on est peu nombreux ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense que les gens sont un peu peut-être en vacances déjà ou ils regardent la télévision avec le Ouais. président Mais aussi. Il voilà, y c'est avait ça. le Je pense que programme. c'est ça. C'était difficile de faire la concurrence avec ce qui se Ouais, passe en ben, Normandie. oui, mais ça, c'était pas prévu pour moi. Moi, j'ai mon programme. Donc voilà. Non, non, Je mais c'est laisse la super. parole à ceux qui sont présents. Si vous voulez poser des questions, des clarifications, des commentaires, vous avez le champ libre. N'hésitez pas, hein. Vous avez vu, Jean-Vincent Vincent, il est très gentil, donc ça, ne vous inquiétez pas. Il faut ouvrir les micros si jamais vous voulez parler. Ah, vous ne voulez pas parler. Mais c'est qu'ils sont Vous tous êtes endormis. anesthésié. Ils sont tous endormis, c'est ça. On peut pratiquer l'anesthésie sur Zoom, donc c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, hein? Ça coûte pas cher, c'est Ouais. bien, c'est bien. Bon, mais il y a Bon, plus de questions, après, pas de après, questions. je peux comprendre qu'il n'y ait pas de question parce que bah voilà, c'est aussi la découverte d'un métier, c'est aussi la découverte de, c'est quand même particulier. En fait, vous voyez, par exemple, en tant que les anesthésistes pédiatriques purs, comme moi je fais, en France, on doit être 200-250, hein, c'est pas non plus énorme. Et sur ces 250-là, il y en a par exemple 40 qui font de la cardiochirurgie pédiatrique. Donc en fait, pour des opérations de chirurgie cardiaque de l'enfant, en France, il y a 40 personnes, vous voyez, donc on n'est pas, c'est pas beaucoup, voilà. Et c'est vrai que qu'on a plutôt tendance à avoir des œillères en disant, ouh là là, surtout, mon enfant va se faire opérer, on a envie que ça se passe bien, et puis ben, il y a un moment, on occulte, quoi. Je veux dire, c'est normal, hein, Bon, ça fait peur encore, hein, tu sais, c'est pas. Alors, Bah, c'est je dois bien. avouer, alors, c'est vrai que même en tant que papa, alors, donc, vous avez parmi les auditeurs, il y a Mathieu Binot. Soyons honnêtes, quand Mathieu s'est fait opérer la première fois, il avait 2 ans et demi. C'était dans l'hôpital dans lequel je travaillais. C'était mes collègues de tous les jours qui l'endormaient. C'était un ami qui l'opérait. Donc franchement, j'étais confiant. C'était normal. Je savais que ça allait bien se passer. Et il a eu sa petite prémédication. Et quand il a commencé à avoir les yeux qui tombaient là comme ça, le pauvre chouchou, il commençait à avoir les effets du médicament. Je ne voulais qu'une seule chose, moi-même, alors que j'étais anesthésiste, c'était partir avec lui sous le bras et me dire non, je veux pas.
Donc c'est vrai que on est vraiment face à l'inquiétude des parents, mais comme je dis, qui est tout à fait légitime. Eh bien, bon courage en tout cas pour la suite de ton travail. Mais écoute, je l'aime Euh, toujours, donc c'est bien. ben, tant mieux. S'il n'y a pas de, voilà, de questions, donc on va clôturer. En tout cas, je vous remercie d'être là ce soir et d'avoir aussi suivi tout au long des 9 séances précédentes de cette année. Donc, comme je disais, c'est la dernière séance pour cette saison. On arrête le mois de juillet, août et septembre. On reprend le mois d'octobre. Normalement, c'est toujours comme le premier jeudi de chaque mois, sauf imprévu. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir un mail de rappel quelques semaines avant pour vous annoncer le planning de l'année prochaine avec les thématiques. D'ailleurs, c'est la chose la plus compliquée, c'est de trouver maintenant les nouveaux thématiques. J'en ai plein, mais malheureusement, les spécialistes que je connais ne parlent pas français. Ça, c'est la grande difficulté. Donc, je vais essayer de trouver des spécialistes, voilà, qui sont francophones. J'en ai déjà deux pour l'instant, donc ça, pour les 2 premières séances, c'est pas mal. Donc, je vous remercie. On se verra en octobre. Et puis, vous allez recevoir, comme d'habitude, par mail avec la newsletter, les nouvelles. S'il y a des nouvelles publications, des nouveautés dans le domaine, vous serez avertis. Et la dernière chose, donc, je l'annonce ce soir. Donc, je soutiens ma thèse de doctorat le 9 juillet. Donc, c'est dans un mois, 3 jours. Je vous demande une petite prière, une petite pensée ce jour-là. J'en ai besoin, notamment parce que je vais la soutenir en italien en plus. C'était pas prévu, mais bon, je dois tout traduire dans ma tête du français en italien. Bon, ça ira. Et on Donc, pourra t'appeler merci beaucoup. docteur. Ah, pas encore, pas encore. Comme on dit au On Liban, tant pourra que c'est pas de t'appeler, la tu pourras poche, on dit t'appeler rien. docteur. T'inquiète pas, je me Hein? gênerai. Je me gênerai pour moi t'appeler docteur quand tu l'auras. T'inquiète. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et on se verra prochainement, en fait, dans quelques mois où on se croisera peut-être par ici, par là. Donc, merci, belle soirée à Merci. vous tous et Merci, à la bonne prochaine. Au revoir. soirée. Merci.